Donc là, Ok. on va démarrer. Du coup, moi, la première question que j'avais à te poser, c'était est-ce que toi, aujourd'hui, tu es concerné de près ou de loin, ou tu as déjà été concerné de près ou de loin par le handicap? De près et de loin. Cercle familial ou professionnel? Non. Non, pas vraiment. Enfin, pas du tout même. Après, ça dépend de ce que tu mets dans Handicap? handicap, maladie, etc. Oui, ça peut être de la maladie invalidante comme du cancer, comme... Non, jamais. J'ai eu une amie qui était en burn-out. Ouais, qui est aussi Oui. considéré comme un handicap. Voilà, j'ai une amie qui était en burn-out et amie slash collègue, parce qu'on travaillait ensemble à l'époque. Non, elle venait de quitter la société. Et là, j'ai une jeune fille de mon équipe, N-2, qui était en burn-out aussi. D'accord. Enfin, qui a été déclarée, oui, en burn-out D'accord. il y a quelques semaines, enfin quelques mois. D'accord. Du coup, toi, le sujet du coup, de la désinsertion professionnelle tel que je te l'ai expliqué, Oui. est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà eu à faire face? Est-ce que tu en avais déjà entendu parler à la base? Ou c'est un sujet en entreprise? Non, dans le sens où, après, j'ai déjà des anciens collègues qui revenaient qui faisaient des arrêts maladie à répétition ou suite à leur burn-out, leur retour était compliqué, etc. etc. Donc de loin, j'ai pu avoir des échos, mais globalement, j'ai toujours travaillé dans des entreprises relativement saines. Donc par exemple, la jeune fille dont je te parlais tout à l'heure, on a essayé de se mettre en relation avec le médecin pour mettre en place les outils qu'il fallait, etc. etc. D'accord. Donc le management ou les entreprises que j'ai côtoyées étaient assez... C'est bienveillante. Ouais, assez bienveillante à ce niveau-là. Ok. Donc là, je vais passer aux questions un peu que j'ai posées à la RH. Je te les dis telles que je les ai posées à la RH, et puis après, l'idée, c'est que voilà, on amène ça sur le côté un peu de toi en tant que manager, puisque là, finalement, je vois que tu as un sujet. Donc, je vois que tu as un sujet qui, finalement, rentre totalement dans ce sujet de la désinsertion professionnelle, du risque qu'il peut y avoir pour un salarié. Donc, la première question que moi, j'ai posée au DRH, c'était quelles seraient les options possibles pour identifier les salariés en risque de désinsertion professionnelle au sein du groupe. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour qu'on puisse identifier les salariés chez lesquels on sent qu'il y a des signaux. Je pense ce sont des choses qui sont pas mises en place et qui sont pas régulières et que je trouve dommage. C'est ne serait-ce que du coaching au niveau des managers, parce qu'on a Bicor une fois par an, mais quand tu vas à certains séminaires où tu as un coach extérieur qui anime, rien que le fait d'animer, il t'amène à réfléchir à des choses opérationnelles ou peu importe. Mais rien que cette dynamique permettrait en fait de voir les choses ou de détecter certaines choses que tu vois pas parce que tu es prise dans ton quotidien et que tu es labellisé manager, mais que tu apprends au fur et à mesure, puisque chaque personne étant différente, tu peux pas appliquer la théorie à tout le monde, tu dois t'adapter. Donc je pense que le coaching au niveau des managers est déjà un élément, et ensuite une fois que les managers sont coachés, c'est la prise en charge de ces gens-là. Enfin, de ces gens-là. Du coup, comment toi, justement, si par exemple demain tu étais coaché, ou même en tant que manager, en sachant que tu peux peut-être parfois identifier des choses, comment est-ce que toi tu pourrais t'impliquer justement dans la possibilité de pouvoir identifier ces salariés? Là, si je te donne un exemple concret, la jeune fille, après c'est compliqué parce que c'est du management international, tu n'es pas sur place, donc tu vois pas les choses comme tu les verrais ou tu les sentirais, c'était physique. Mais ouais, c'était physique, mais en général, on a des one-to-one, donc des points hebdo où on échange, et moi systématiquement la première chose que je demande c'est comment ça va. Donc comment ça va au niveau du travail, comment ça se passe, est-ce que la charge de travail, etc. est trop. Donc prendre ce temps pour demander à la personne comment elle va. Et comme tu la vois régulièrement, même si ce n'est pas tous les jours, au moins une fois par semaine, il y a peut-être des choses qu'elle va dire qui vont t'alerter.
Après, si en parallèle, tu as aussi cette espèce de coaching qui t'apprend à détecter ou à avoir les infos qui font que, allier les deux, ça permettrait peut-être d'anticiper un peu plus ou de prendre le problème en amont avant que la personne arrive dans l'état de burn-out. Donc, dans ce cas de figure, on ne l'a pas détecté assez tôt. Mais une fois qu'on l'a détecté et que le médecin ou les RH nous ont dit voici ce que le médecin a déclaré, on a mis en place direct un plan d'action. D'accord. Donc je ne sais pas si ce sera une question après. Mais du coup, justement, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ce que nous avons fait, c'est déjà, c'était ma N-2. Donc avec ma N-1, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit, bon, si c'est un burn-out, déjà, toi, ne te remets pas en cause parce que tu te remets systématiquement. Après, ça dépend des managers. Mais t'en as qui se remettent systématiquement en question. Donc je lui ai dit, le burn-out dépend de beaucoup d'éléments, pas uniquement ton management à toi. Donc remets-toi en question entre guillemets, mais ne te dis pas que c'est ta faute. Vois ce que tu peux améliorer dans la manière dont tu échanges avec l'autre, mais te dis pas c'est ma faute. Ouais, c'est clair. Donc du coup on a échangé. Une fois qu'on a échangé, je lui ai dit rentre en contact avec la RH et avec le médecin. Vois si c'est toi le problème du point de vue de l'autre, discute avec un intermédiaire, comme ça tu ne rentres pas en frontal avec cette personne, mais ça ne remet pas en cause tes qualités de manager, c'est juste que la personne aujourd'hui n'arrive pas à communiquer avec toi. Donc tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'aider, entre guillemets, à parler à la jeune fille en question. Ça s'est passé où ça, du coup? Au BNG, à Capelle. Ok. Donc, Belgique? C'est Rotterdam. D'accord. Aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Donc du coup, il y avait un manager avec le manager pays avec lequel la jeune fille s'entendait bien. Donc je lui ai dit de parler à ce manager pour que lui, parce qu'il est très paternaliste, donc pour que lui soit l'intermédiaire si besoin est. Pareil avec la RH. Donc évite de la voir toute seule parce que peut-être qu'elle va se sentir agressée. Si vous devez faire un entretien, voyez-vous à 3, comme ça elle se sentira peut-être rassurée. Mettons en place une espèce d'audit de ce qu'elle fait en termes de tâches. Elle, son médecin était très clairvoyant. Il lui a dit fais un récap des tâches que tu fais au quotidien, mesure ce que tu fais. Comme ça, tu peux avoir une base pour communiquer avec ton manager. Donc j'ai dit à Karine, parle là-dessus. Toutes les tâches qui ne te semblent pas pertinentes, on externalise. Comme ça lui laisse, elle, le temps de revenir. Et au début, le médecin a préconisé qu'elle soit en part-time. Donc, qui dit part-time dit qu'il faut combler, entre guillemets, le temps où elle n'est pas là. Donc, on a pris un prestat externe qu'on connaissait et avec lequel elle travaillait très bien. Donc, ce qui ne la faisait pas non plus avoir la pression de je suis là qu'une demi-journée par jour, comment je vais gérer le reste du temps. Donc, gère les projets qui sont les plus importants au niveau de l'entreprise et puis le reste, ce sera quelqu'un d'autre qui va gérer et petit à petit, tu récupères les tâches si ça te plaît. Donc, on récupère l'autre personne, on travaille avec l'autre personne pendant un mois. Après, on lui confie moins de tâches et puis jusqu'au moment où tu te sens capable de récupérer tout ton scope. Donc, voilà comment on l'a géré. Ça s'est bien passé avec elle. Là, il est revenu à 100%, mais ça aurait pu être différent avec une autre personne. Donc, du coup, finalement, pour un petit peu, on va dire, synthétiser, vous avez fait quoi? Toi, tu as été intervenu, vous avez mis en place un intermédiaire? On a mis en place un intermédiaire, on a vraiment essayé de communiquer beaucoup. Ne pas faire sentir, entre guillemets, à l'autre qu'elle était... comment on dit? Diminuée. Et qu'à un moment de ta vie, c'est tout à fait normal. Ça faisait pas longtemps que tu avais accouché, tu as des problèmes chez toi et tout. Prends ton temps. Nous, il n'y a pas de souci. Nous, on a une alternative parce qu'il faut faire tourner le business. Donc, on lui a dit clairement, il faut faire tourner le business, mais prends ton temps. Ça ne remet pas en cause ta qualité en tant que collaborateur et notre collaboration. C'est pas parce que tu es malade que, entre guillemets, tu vas être viré dans quelques temps. Donc, tout ce qu'on veut, nous, c'est que tu prennes ton temps, que tu ne reviennes pas trop tôt et que quand tu reviennes, 2 semaines après, tu repartes. Donc là, on a un backup. Trouvons un moyen de bien travailler avec ce backup et que quand tu es prête, reviens. Donc du coup, en fait, elle venait travailler à temps partiel. Oui.
il y avait quelqu'un d'autre qui avait repris sa charge en attendant. Oui, en attendant, jusqu'au moment où elle était prête. Donc, après, ça dépend des entreprises, mais c'est un investissement qui pour nous était entre guillemets dérisoire et nécessaire de toute manière pour son bien-être. Et parce qu'on gère une grosse partie du business et elle aurait eu la pression quoi qu'il en soit. Donc si elle venait et qu'on n'avait pas eu un backup, rien que les résultats ou le fait que certaines tâches ne soient pas faites et que... Et du coup, vous avez financé son salaire Son salaire n'a pas bougé, elle était financée à 100% et le consultant était en top. Donc du coup, ça a coûté plus cher à l'entreprise. Mais en soi, comme je te disais, par rapport au business qu'on génère et par rapport à son bien-être, pour moi, c'était dérisoire. D'accord. La deuxième question que j'ai posée, mais là, je pense qu'on a à peu près, en tout cas dans l'exemple et dans finalement l'expérience que tu as vécue, ça, je pense qu'on est complètement dans le truc, en fait. Et on a peut-être déjà un peu répondu à ça. J'avais posé la question, c'était selon vous, comment et avec quel type d'outils il serait possible de mieux suivre les salariés ayant des problèmes de santé et qui sont souvent en arrêt. Donc c'est, toi par exemple en tant que manager, qu'est-ce que tu utiliserais si par exemple tu identifies un salarié où tu sens qu'il y a des soucis, il y a des problématiques, quels outils tu utiliserais en tant que manager et du coup aussi qu'est-ce que tu attends de la RH, parce que là dans ton cas à toi, c'était quoi ton attente de la RH? Comment tu penses que la RH peut intervenir à un moment comme celui-là en fait? Du coup les outils, vu que c'est beaucoup d'humains, c'est beaucoup d'outils, on va dire des théories de com, donc du coup apprendre à échanger avec quelqu'un dans ce type de situation et ne pas enfoncer le clou entre guillemets et lui faire sentir que c'est une charge pour l'entreprise. Donc je pense que les managers ont ce devoir, mais aussi au niveau de la RH, donner les informations qu'il faut, communiquer beaucoup ou s'approcher des managers pour essayer de comprendre le contexte, parce que parfois, comme je disais à Karine, c'est pas forcément lié au manager. Donc après ça dépend des gens, mais le manager se met forcément en question et comme on est tous humains, ça peut générer des conflits. Donc toi t'es pas bien dans ta peau, l'autre est encore moins bien dans sa peau, clair. Donc du coup le RH doit être un peu à l'écoute des deux, donc ce qui est un peu fatigant je veux dire et compliqué pour le RH. Donc comprendre le contexte. Une fois que le contexte est compris, faire en sorte de vraiment parler aux deux parties prenantes peut-être en même temps et pas avoir deux sons de cloche et faire en sorte de temporiser les ardeurs des uns des autres. Donc c'est vraiment être là comme intermédiaire. Donc ce qui a été fait aux Pays-Bas, non. Intermédiaire entre la N-1, la N+1 et le médecin. Donc beaucoup avec le médecin. D'accord. Et du coup, et du coup justement, les attentes de la RH finalement... beaucoup de disponibilité parce que parfois c'était un peu compliqué de la joindre, mais comme je disais, c'est l'international, du coup on n'est pas sur place et tout. Donc beaucoup de disponibilité et beaucoup de communication. Parce que parfois il fallait aller à la pêche aux infos, l'autre lui donner des infos que nous on n'avait pas forcément, parce que nous on est ici, elle est là-bas, elles sont dans les mêmes locaux, donc elles peuvent parler, on va pas dire autour d'un café, mais elle peut juste aller la voir et discuter, et elle n'aura pas le réflexe, enfin la RH n'aura pas le réflexe de communiquer dans la mesure du possible, parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais quand elle pense que le manager ou la relation ou les actes du manager peuvent être améliorés ou peu importe, peuvent aider la situation, lui communiquer les informations dont le manager aura besoin. Ok. La troisième question que j'avais posée, c'était pensez-vous qu'une ou plusieurs visites de pré-reprise seraient utiles? C'était dans le cadre, parce qu'aujourd'hui, quand tu as un salarié qui est en long arrêt maladie, à un moment donné, il y a une obligation de visite de pré-reprise, mais généralement, les entreprises, elles font une seule visite. D'accord. Il y a une visite, et la question qui se pose, et souvent la problématique qui se pose, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quel moment la personne va revenir. D'accord. Moi, la question que je posais, c'était finalement,
comment est-ce qu'on peut utiliser, entre guillemets, le médecin du travail. Tu vois, ouais, dans notre exemple, c'est pour ça que je dis, après je sais pas comment ça se passe dans les autres entreprises, mais là, comme je te disais, je pense que PVCP, en tout cas dans ce cas de figure, était assez bienveillant, dans le sens où la jeune fille avait un suivi régulier avec le médecin. Elle est revenue en temps partiel pendant 1 mois et demi, je crois. Après, elle avait rendez-vous avec le médecin. Le médecin devait débriefer la RH sur son a priori à lui, est-ce qu'elle pouvait revenir ou pas. Après le part-time, elle est revenue en full-time. Et après X temps, elle devait encore revoir le médecin. D'accord. Et le médecin devait encore valider le fait que c'était bon ou pas. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il se trouve que ça s'est passé aux Pays-Bas. Oui. Et je pense que c'est peut-être parce que là-bas, oui. ils ont un truc qui est déjà mis en place. D'accord. C'est possible que ce soit ça parce que c'est le cas en Allemagne. D'accord. C'est comme ça que ça se fait en Allemagne. D'accord, ok. Et pas en France. Ça m'étonne pas que ça se soit passé comme ça là-bas. D'accord, ok. Parce qu'en France, c'est pas du tout comme ça. D'accord, ok. Donc c'est un truc de pays. Je pense que c'est un truc vraiment très lié au pays. D'accord. C'est-à-dire que tu as des pays en fait où ils ont vraiment une politique par rapport à la question de la maladie au travail. D'accord. Généralement, on sépare beaucoup, et surtout en France, le handicap et la maladie au travail. Alors qu'en fait, c'est des choses qui finalement sont très proches. Et ce qui se passe en Allemagne, et ça je sais que c'est ce qui se passe en Allemagne, quand il y a une personne qui est en arrêt maladie, il y a une problématique de santé identifiée, il y a un certain nombre de visites chez le médecin, c'est vraiment suivi en fait, il y a un protocole qui est établi. Et donc j'ai l'impression qu'aux Pays-Bas c'est pareil. D'accord, probablement. C'est possible que ce soit ça. Mais du coup c'est quelque chose qui devrait être mis en place en France. Parce que là c'était vraiment efficace je trouve, dans le sens où la personne n'est pas lâchée après un certain temps en arrêt maladie. Et surtout l'échange entre le médecin et le ou la RH, parce que le médecin, enfin toi en tant que collaborateur, tu peux te dire ça va. Au final, tu reviens 1 semaine ou 2 ou 3 semaines, tu te rends compte, soit tu te mets des œillères et tu dis bon ça va, mais en réalité ça va pas. Et au final, tu retardes que l'échéance. Alors que là, on avait le médecin qui pouvait... donc en fait, elle était toujours en arrêt maladie et finalement, on l'a remis, réintégré pendant quelques temps, au fur et à mesure. Oui. Ok, super. D'accord, donc en fait, ça s'est fait par étapes, quoi. Oui, en fait, au fur et à mesure, elle est revenue, elle a testé, puis elle est repartie. Et à chaque fois, il y avait une visite du médecin du travail. Ok. Très bien. Et du coup, là, ça fait combien de temps qu'elle est revenue sur son poste ? Ça doit bien faire 1 trimestre en full-time. Full-time. Et toute la période de retour, aller-retour, ça s'est fait pendant combien de temps ? Ça a dû faire au moins 6-7 mois. Donc, non, j'abuse. Peut-être 6 mois. 6 mois. Parce donc, que le avant consultant ces 6 mois, externe, on l'a gardé 3 mois, je crois. 2-3 mois. Et du coup, là, elle était en part-time. Après, elle est revenue 2-3 mois en full-time. Et voilà. Ok. Et du coup, juste avant qu'elle parte, elle est restée combien de temps en arrêt maladie ? Tu sais ? En fait, c'était un peu, entre guillemets, curieux parce qu'elle est partie en congé maternité. D'accord. Elle est revenue combien de temps ? Elle est revenue pour une durée très courte, 2-3 jours, voire 1 semaine max. Après, on la sentait pas très très bien parce que quand elle a eu les échanges avec son manager m'a dit j'y suis allée, c'était très conflictuel, c'était vraiment compliqué, d'autant plus que son manager était son ancienne collègue, donc c'était hyper compliqué. Et elle est restée 2-3 jours après au boulot et puis après elle est repartie. Elle est allée en arrêt maladie. Elle est partie en arrêt maladie. Elle a dû être en arrêt maladie peut-être 2 semaines. Et on ne savait pas trop ce qu'elle avait. C'était une maladie physique, entre guillemets, ou psychologique. Et après, parce qu'il y avait des histoires de thyroïde ou je ne sais pas quoi. Donc après ça, je crois, la 3e semaine, on a eu la confirmation que c'était lié à la thyroïde, mais également burn-out. Les deux sont peut-être liés chez la femme postpartum, je ne sais pas. Et puis voilà. Donc du coup, suite à ça, elle est restée en arrêt maladie encore un certain temps. Le temps de voir le médecin, voir ce qu'on fait, etc. Et voilà. Mais la durée devait être bien 6 mois.
De l'arrêt maladie? Entre le retour de congé maternité et tout le process arrêt D'accord, maladie, il y a eu bien 6 mois oui. avant cette Oui. reprise au Oui. fur et à mesure. Oui. Ok, très intéressant. Ah non, pas avant. Avec la reprise, etc., elle a dû être en arrêt maladie 2-3 mois. D'accord. Et puis avec la reprise, etc. D'accord, donc en fait, du moment où elle est revenue, du moment où elle est revenue de son congé maternité, oui. Entre le moment du congé maternité et le moment du process où oui. elle est revenue, repartie et on a testé, oui. Il y a eu combien? À peu près 3 mois, c'est ça? Oui, à peu près un trimestre. D'accord, ok. La question suivante que j'avais posée, c'était dans quelle mesure serait-il possible de garder contact avec le salarié lorsqu'il est en arrêt? Donc on a un salarié, et là je parle pour toi en tant que manager, quand tu as des personnes en arrêt, est-ce que tu restes en contact avec elles? Hyper compliqué. Là on a essayé, mais après, parce que moi j'étais N+2, donc après quand tu es N+1 aussi c'est compliqué, donc je me mets dans les baskets du N+2. Le N+2 peut pas bypasser son N-1 pour aller contacter la personne pour savoir comment elle va, etc. Sachant qu'on s'entend très très bien, mais c'était compliqué. Donc j'ai hésité à lui envoyer un email pour savoir comment elle allait. Donc je me suis abstenue. La N-1, elle a essayé l'email, et tu as son email pro, pas son email perso, et quand elle est en arrêt maladie, elle va pas se connecter à son email pro. Tu as son téléphone, mais tu n'oses pas, tu sais pas trop si tu peux appeler ou pas, donc elle lui a envoyé des messages, mais elle n'était pas hyper réactive, et à ce moment-là, comme je te disais en introduction, le problème d'après elle était aussi lié à son manager, donc c'était hyper compliqué. Donc du coup, au final, j'ai dit à Karine de passer par la RH. Donc quand tu veux avoir des infos, passe par les RH. Si tu veux lui envoyer un email, envoie un email si elle le voit, tu lui envoies un email et tu mets la RH en copie, parce que tu n'as pas d'autre moyen de la joindre. D'accord. Et toi, en tant que manager, avec tes N-1, du coup, oui. S'il y a arrêt maladie, ce genre de choses, est-ce que tu as de la facilité comme ça pour garder le contact? Est-ce que ça va dépendre? Ça dépendra toujours de la relation que tu as avec la personne. Et tu lui envoies un petit texto, un petit WhatsApp pour savoir comment elle va. Comme ça, elle répond quand elle a le temps, quand elle a envie. Donc voilà. Et c'est ce que Karine faisait, mais... Ouais, ça dépend vraiment des relations. Ça dépend vraiment de la relation, oui. Ok. La question suivante que j'avais posée, c'était dans quelle mesure et à quelles conditions une adaptation de poste anticipée peut être envisagée pour un salarié à risque. En gros, aujourd'hui dans l'entreprise, quelles sont les conditions ou dans quelle mesure est-ce qu'on peut en tout cas anticiper un aménagement de poste pour quelqu'un pour qui on sent qu'il y a des signaux, il y a des choses, toi en tant que manager par rapport à ton activité, tes impératifs, comment tu vois ça? Je crois que c'est la partie la plus complexe, dans le sens où pour reclassifier quelqu'un, il faut une opportunité ou un poste. Soit il faut une opportunité ou un poste, ou de la flexibilité dans les budgets ou dans, on va dire, les métiers, parce que tu peux te dire telle personne finalement convient pas au poste, ou le poste qu'elle a aujourd'hui ne lui convient plus pour des raisons X ou Y. Si tu veux la mettre dans un autre service ou peu importe, il faut qu'il y ait une dispo ou que le service en question ait du budget. Donc, ou que le service en question ait assez de tâches pour fider cette personne et que ces personnes... Enfin, moi, je pars du principe qu'un métier où t'es pas épanoui, laisse tomber. Donc, si on te met dans un placard ou un truc où tu fais que des photocopies, tu seras pas épanoui et au final... ça t'apportera rien. Donc anticiper, je pense que c'est hyper compliqué, voire impossible. Adapter le poste, c'est ce que je trouve le plus simple. Donc la personne est déjà à son poste. Après, il y a des histoires de salaire, enfin niveau de salaire qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et si c'est un poste stratégique, voir comment combler et ce qui va coûter en plus. Mais ce serait plus une adaptation du poste actuel qu'un changement radical ou une reclassification dans un autre poste. Donc si aujourd'hui tu gères des budgets, tu fais l'opérationnel, tu fais je sais pas quoi, faire peut-être juste une partie du boulot et puis le reste trouver une alternative. D'accord. Et là c'est peut-être un peu plus simple parce que c'est ton scope à toi, tu vois. Donc tu peux aller te battre au niveau du top management et lui dire écoute, malheureusement il arrive ce qu'il arrive,
mais cette personne a toujours été hyper efficace. Là, pour des raisons, ok, on ne travaille pas à l'arme du salut, mais pour des raisons X ou Y, elle ne peut pas gérer tout son scope. Soit j'externalise, donc je prends une agence qui va combler ce qu'elle ne peut pas faire, mais aujourd'hui, elle ne peut pas être au niveau à 100%. D'accord, ok. Après, c'est moi. Donc, on reviendra un petit peu justement sur ces questions-là et peut-être justement sur les limites qu'il peut y avoir. Je sais pas, oui. La question suivante que j'ai posée, c'était dans quelle mesure des salariés en risque, toujours ces mêmes salariés-là, qui soient ou pas reconnus en situation de handicap, pourraient-ils faire une mobilité ? C'est-à-dire quelles sont les conditions, selon toi, en tant que manager, que tu identifies, qui pourraient permettre qu'une personne qu'on a identifiée à risque puisse faire une mobilité ? Les conditions seraient que déjà la personne à risque ait envie, parce que tu peux la considérer toi comme à risque, mais elle ne voit pas forcément où est le problème. Et quand elle aura identifié le problème, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a envie ? Est-ce qu'elle veut changer de métier, elle veut changer de vie, elle veut changer d'entreprise ? C'est une autre question. Mais disons qu'en soi, elle veut rester dans l'entreprise. C'est les outils qu'il y a en tout cas aujourd'hui, l'intranet, ce genre de choses. Comme ça, tu peux voir quels sont les postes dispo. Ouais. Nous, à la fin de l'année, tu sais, pendant l'éval, on te demande si tu es OK pour la mobilité horizontale ou verticale. Donc là, tu sais déjà si la personne est ouverte au changement. Donc ça fait déjà, parce qu'il y en a qui sont bien dans leurs chaussures et qui ne veulent pas en changer. Donc si déjà elle est prête à évoluer ou d'un sens ou dans un autre, c'est déjà un élément. Et voilà, donc mettre à la dispo des managers des outils qui font qu'ils ont de la visibilité sur les différents postes dispo. Donc l'intranet, et maintenant ils envoient des emails. Donc c'est hyper bien parce qu'avant tu n'avais pas le réflexe d'aller dans l'intranet tout moche là pour voir les différents postes ouverts, mais aujourd'hui on te dit alerte. Par rapport à l'endroit. Ouais. Donc ça c'est super. Et voilà, donc c'est vraiment avoir une visibilité sur ce qui est dispo, ce que la personne a envie de faire et lui proposer si jamais. D'accord. Donc là on passe à la partie évolution professionnelle et les conditions de l'évolution professionnelle. Donc la question que j'avais posée à la DRH, c'était comment pourraient se former les personnes handicapées sur les métiers de l'entreprise au sein du groupe. Du coup toi par exemple demain, un salarié qui est à risque identifié te dit voilà, moi j'aimerais bien aller sur les métiers du coup que toi que tu as dans ton scope. Comment cette personne pourrait se former ? Nous on forme beaucoup, on va pas dire sur le tas, mais si tu veux, moi je viens d'un endroit où quand j'ai commencé on était 2. Et tous les stagiaires, alternants, etc., je les ai formés et puis au final on était hyper nombreux. Donc la formation est pour moi un processus normal dans la carrière de quelqu'un. Et on doit être le plus gros service à consommer le budget chez Marianne. Donc, que ce soit l'Excel, que ce soit... là on a une formation en gestion du temps de travail. Donc à partir du moment où la personne a émis un besoin, et qu'au niveau ressources et temps, on peut se le permettre, il n'y a pas de problème. Du coup, ça se passe comment justement ? Peut-être tu peux un peu nous parler, toi, des métiers qu'il y a chez toi et comment ça se passe justement la formation, qu'est-ce que vous faites, en tout cas ce qui se passe avec le service justement de la formation, qu'est-ce qui est financé, qui intervient, qui fait les formations, etc. La formation, on va dire 2 types de formations. Donc les formations équipe, où là on va être sur... des solutions type outils, Excel, je sais pas moi, back office, gestion du temps, etc. Et puis on a des formations métiers. Donc les formations métiers, c'est généralement beaucoup d'échanges en interne. Donc telle personne ne connaît pas un des métiers type le SEO, donc le search organique. On va faire en sorte de lui confier un petit projet. Et il va avoir un binôme qui va l'aider sur ce petit projet. On tient à ce que ce soit les stagiaires, alternants, même nous,
qu'on aille au petit déjeuner, aux conférences, ou je sais pas quoi, où on va donner de l'information métier, où on va expliquer le contexte concurrentiel, où on va expliquer je ne sais quoi, donc par des prestats externes, enfin des partenaires. Donc se fider beaucoup par ce qui est fait par des autres, par le retour d'expérience des autres, etc. Okay. Donc, on a... Donc les personnes, vous avez une partie un peu interne, vous avez une espèce de tuteur qui accompagne une personne sur un projet. On essaye, oui. Après, il y a des formations un peu extérieures, avec des conférences où les personnes partent. D'accord. Oui. Okay. Après, si tu veux, dans le monde, des fois c'est un peu compliqué parce que la personne tuteur et prépare le temps, son business, etc. Et celui qui veut être formé, pareil. Mais on essaye de booster cette partie-là. Et quand tu as un petit projet, tu as presque l'obligation, entre guillemets, d'y passer un peu de temps. Ouais. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, vous intégrez finalement à l'activité de la formation. Oui. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on essaye. J'avais posé la question suivante ensuite à la DRH, c'était comment l'entreprise pourrait favoriser la VAE et accompagner les salariés en situation de handicap ou en risque dans cette démarche. D'accord. La VAE, c'est pas que à l'international ? La VAE, en fait, c'est la validation des acquis de l'expérience. Ah, d'accord, ok. Donc une personne qui a pu exercer un certain nombre de choses et qui va valider au travers d'un dossier qu'elle a cette expérience pour pouvoir obtenir un diplôme équivalent. D'accord. Donc là, dans cette question-là, au niveau des managers, ce que je demande, c'est comment est-ce qu'un manager aujourd'hui pourrait s'investir dans cette démarche-là pour un salarié ? Est-ce qu'il pourrait être parrain ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Comment ça pourrait se mettre en place ? Moi, je pense que le parrainage est une bonne idée. Nous, après, c'est encore un truc spécifique au digital, mais tu sais, tu as des certifications. Donc, on pousse les jeunes qui arrivent, il y a des certifications Google, des certifications Analytics et tout. Et du coup, on les pousse à passer ces examens pour avoir le petit tampon sur leur CV quand ils veulent changer de boîte. Donc, enfin, ça, c'est, on va dire, un des aspects qui permet de valider les acquis métiers qu'ils ont. Après, il y a la validation des acquis d'un point de vue diplômant, j'imagine, parce qu'après ça, tu as un espèce de diplôme qui fait... Ça, la VAE, ça permet d'avoir le diplôme. Donc, je pense que c'est juste mettre en place peut-être une grille ou des infos qui font que avec tel niveau, tu peux vraiment avoir ce diplôme. Et si tu veux, nous, on a pratiquement que des masters chez nous. Après, il faut voir pour ceux qui rentrent ou qui souhaitent être formés et qui n'ont pas des masters, dire qu'à partir du moment où tu maîtrises tel ou tel sujet, comme ça, tu as une grille d'évaluation, tu peux prétendre à tel truc, définir ces critères au niveau métier, managérial, qu'on peut partager avec les RH qui, eux, verront au niveau administratif, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe, au niveau administratif, comment faire en sorte de faciliter la procédure pour les personnes dans cette situation. Oui, en tout cas là sur ce sujet-là, rapidement, la VAE, les personnes, en fait, elles, si tu veux, elles ont, je te donne le cas par exemple d'une salariée, elle était chef de réception sur le site. Elle a été déclarée inapte, on a dû la reclasser. Sauf que quand on l'a reclassée, on l'a reclassée sur un poste 10K € de moins. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, il se trouve que quand on regarde son CV, la nana, elle a fait du recrutement, elle a été manager, etc. Ce qui fait que tout ça démontre clairement qu'elle aurait très bien pu être positionnée sur un poste, un meilleur poste, et qu'à la limite, elle aurait pu travailler sur une VAE pour valider ses expériences finalement. Donc la validation d'expérience, elle passe par un dossier, c'est-à-dire que cette personne, on l'aurait permis d'être coachée par une autre personne qui fait le métier sur laquelle on aurait pu la déplacer, on l'intègre dans un nouveau service, et puis elle fait ce dossier. Et c'est là où justement, en tant que manager, comment toi tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que manager dans la démarche d'un salarié qui a cette volonté de faire ça, quoi. Après, je pense que, certainement le manager peut l'accompagner. La difficulté est tu connais les acquis et tu connais ton N-1. Après, tu connais pas forcément le métier où tu veux la reclasser, où
L'idée, c'est d'identifier justement ce métier-là. Parce que quand tu fais une VAE, tu as pas le manager que tu veux atteindre. Oui, mais c'est toi qui identifie ou Non, c'est la personne qui choisit dans sa VAE en fait, de dire moi je veux valider des acquis d'expérience pour tel diplôme, afin d'avoir tel diplôme. Oui. Donc je monte un dossier qui montre que j'ai telle expérience dans telle chose. D'accord. Ça me permet de présenter mon dossier. Et au vu de l'expérience et de ce que j'ai pu démontrer, on va me valider ou pas valider le diplôme. D'accord. Mais on a déjà identifié le métier et le diplôme associé. D'accord. Mais dans ce cas de figure, c'est comme tu disais, le manager peut typiquement être coach, peut éventuellement, après, est-ce que quand tu déposes un dossier, tu as besoin de tout ce qui est justificatif de la part du manager? C'est possible. Là, dans le détail, je ne sais pas. Mais donc, dans ce cas de figure, le manager peut se positionner comme garant, entre guillemets, des acquis que la personne a eu en fonction de ce qu'elle a géré, ce qu'elle a fait, etc. etc. Et pareil, utiliser son, on va pas dire réseau, mais ses contacts, peut-être dans le groupe, pour mettre en relation cette personne avec quelqu'un qui a le métier auquel prétendrait l'autre personne. Est-ce que tu peux me parler peut-être un petit peu des types de métiers que tu as et du coup des diplômes qui y sont associés Nous, on est sur tout ce qui est digital. Donc maintenant, il y a des formations e-commerce, des écoles, des masters spécialisés en e-commerce. Mais moi, j'ai un master de commerce international. J'ai fait du marketing et d'autres sujets, mais du coup, école de commerce classique. Et avant ça, j'ai fait la fac. Donc j'ai fait qu'une année d'école de commerce et voilà, donc généralement on recrute des masters, des bac plus 5 qui ont fait principalement des écoles de commerce, mais pour moi c'est pas un prérequis, mais c'est ce que le marché entre guillemets demande. D'accord. Toi, de ta connaissance un petit peu des métiers du groupe et par rapport à ton service, est-ce que tu connais, est-ce que tu as pu identifier des passerelles pour des personnes qui travailleraient ici, qui seraient, je ne sais pas moi, à la réception et qui pourraient évoluer vers d'autres types de métiers? Est-ce que toi tu identifies des passerelles? Est-ce que tu vois des passerelles par rapport à ton métier, ce que toi tu gères à ton niveau et d'autres métiers du groupe? Il y a des passerelles entre le digital, le marketing, la communication. Ce qu'on appelle l'e-merchandising, donc la disposition des différents produits sur le site, la partie produit, c'est-à-dire optimisation du site web, etc. etc. Donc sur ces aspects techniques et qui restent aussi liés au digital, il y a des ponts. Il y a des ponts aussi avec la partie CRM, gestion de projet, etc. parce qu'on en gère pas mal. Mais après, sur des métiers plus call center, etc., j'en vois pas comme ça. Mais ce sont des profils hyper curieux et flexibles. Donc, vu l'environnement concurrentiel, vu la législation qui n'arrête pas de changer, vu les outils qui évoluent, les prestats qui se font racheter les uns les autres, enfin, tout le contexte change, ce sont des profils qui s'adaptent beaucoup. Donc après, c'est juste une question d'intérêt. Est-ce qu'ils ont un intérêt pour tel ou tel métier? Et en général, ce sont des profils qui vraiment sont des caméléons. Donc voilà. D'accord. Là, je vais passer aux deux grosses dernières questions. Donc, c'est des questions ou des sous-questions, entre guillemets. D'accord. Où là, je pose vraiment la question de jusqu'à où est-ce qu'on peut aller à un moment donné pour essayer d'aider des salariés qui, généralement, quand ils sont en situation de handicap ou en difficulté dans leur santé, et quand on parle de ce public-là, la plupart du temps, c'est des gens qui sont très peu qualifiés et qui font des métiers, là, par exemple, dans le contexte du groupe, qui sont au ménage, qui sont aux techniques, qui sont sur site, ou qui sont à l'administratif, etc. Et où, au mieux, on passe de ces métiers-là à l'administratif à faire des photocopies. Donc moi là je vais te poser des questions autour de cette problématique là justement, et donc la question que j'avais posée à la DRH c'était comment est-ce que la DRH elle peut aider à la mobilité des salariés handicapés qui ne sont pas formés
et qui vont avoir besoin de se vendre d'une certaine manière. Et donc je leur demandais est-ce qu'elles pourraient par exemple faire aider à l'orientation, aider la personne à mieux se vendre auprès du manager lorsqu'elle fait sa mobilité. Quels seraient les outils qu'elle pourrait mettre en place? C'était un peu ma question. Et donc là, je te pose la question à toi, comment est-ce que toi tu pourrais participer à ça? C'est-à-dire que je sais pas... C'est marrant parce que je suis à fond, enfin entre guillemets à fond dedans. Déjà par rapport aux outils qui peuvent être mis en place, il y a la formation forcément. Nous, ce que j'avais essayé de mettre en place en arrivant, c'est les Vie ma vie. Donc le fait de pouvoir une journée ou une semaine ou peu importe, surtout enfin, pour ces personnes entre guillemets, si elles ne sont pas à leur poste, elles ont peut-être plus de temps pour aller au niveau d'un autre service sur une semaine sous forme de stage. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, peu importe. Une semaine c'est un peu court, mais 1 mois ou 2 pour qu'elles puissent vraiment rentrer dedans. Et je pense qu'il faut tester différents services pour que ces personnes sachent ce qu'elles veulent faire. Et c'est un peu du temps pour les services auxquels, où vont les personnes, mais en soi, on s'organise. Du coup, c'est beaucoup de formation et les Vie ma vie qui leur permet de au moins choisir un truc et après, on peut aller plus loin dans la formation. Et du coaching. Donc, coaching de la part des différents managers, peut-être sélectionner un... Comment on appelait ça? Pas un tuteur, comment on dit ça? Je ne sais plus le terme, mais... parrain, voilà, un parrain qui ferait en sorte de t'accompagner, discuter avec toi, t'aider à choisir en fonction de tes intérêts, parce que parfois tu as beaucoup d'intérêts mais tu n'as pas la visibilité, surtout parce que comme tu disais, ce sont des personnes qui n'ont pas été loin à l'école peut-être et qui ne connaissent entre guillemets que le ménage. Et si tu fais du ménage, tu sais t'organiser, tu sais planifier peut-être, tu sais aller vite, tu sais, donc tu as des qualités qui font que toi tu t'en rends pas compte et que tu peux mettre à profit dans d'autres métiers. Et ce parrain, c'est peut-être entre guillemets pour quel métier tu pourrais être reclassifié et t'accompagner là-dedans. Et je te disais que c'était marrant parce que j'ai un ancien N+1, 2 d'ailleurs, N+2 qui a lancé son école de formation pour des gens, il dit pour des populations sensibles. Donc c'est des gens qui sont soit pas très très formés au digital ou qui sont en situation de chômage depuis un certain temps, donc le digital peut peut-être les aider d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que ce sont des métiers hyper recherchés. Donc au niveau de nous, PVCP, on peut s'associer à ce type de structure, devenir parrain ou accueillir des gens ou peu importe, pour les former. Donc ce sont des gens qui ne payent pas leur école. Déjà, tu as une barrière qui est soulevée à ce niveau-là. Après, je ne sais pas eux comment ils se financent. Là, ils ont levé des fonds via un crowdfunding. Du coup, ils ont récupéré quelques fonds, mais sur le long terme, je ne sais pas s'ils vont demander des accréditations ou je ne sais pas, pour avoir des fonds d'entreprise ou voilà. Donc du coup, vraiment s'associer à ce type de structure sérieuse, parce qu'elle place des gens chez toi pour 3 mois, 6 mois, etc. Donc plutôt que d'avoir un stagiaire lambda, ou en plus, parce que le stagiaire aussi, il faut le former, en plus d'avoir un stagiaire lambda, tu peux avoir une autre personne dans cette situation-là. Et justement, là on arrive à... Alors je vais peut-être poser une question un petit peu avant. J'avais eu un petit peu cet échange avec les autres personnes que j'ai interviewées. C'est la question de l'accessibilité un peu des métiers, mais en termes de connaissances. C'est-à-dire que dans le groupe, finalement, une femme qui est au ménage... sur un Pierre et Vacances, elle n'a aucune idée des métiers qu'il y a dans le groupe et vers quoi elle pourrait éventuellement évoluer. Comment toi tu penses qu'il faudrait que les managers se positionnent, comment tu penses que les managers pourraient intervenir pour rendre accessible? Voilà, nous ce qu'on avait fait quand je suis arrivée, tu communiquais avec beaucoup de gens et je pars du principe que si les gens ne connaissent pas ton métier, tu perds un temps fou déjà à leur expliquer pourquoi tu as besoin d'eux et à leur faire comprendre comment eux peuvent participer à tout ce que tu fais. Donc du coup, ce qu'on avait instauré, c'est We Love Acquisition,
donc pour leur expliquer les métiers. Sauf que ce qu'on a fait, et après un mois, j'étais rentrée en contact avec Valentine parce que la limite de ce genre de choses, c'est l'organisation. La première organisation, bon, tu as ton petit PPT, ça va, tu présentes, mais l'organisation logistique et surtout la com. Donc j'ai forwardé l'email aux gens avec lesquels je travaillais, et si tu veux, il y a une communication qui aurait pu être beaucoup plus vaste. Et après, le maintien de ce genre de choses, nous on a déjà les slides prêtes, c'est se dire tous les trimestres, on refait un refresh. Donc un refresh, mais tu invites qui, tu fais quoi, quelle salle, etc. C'est vraiment dans l'idée de faire un atelier comme ça auprès. Des ateliers réguliers, donc tous les trimestres, ça mange pas de pain, c'est 1h30, genre 1 heure de présentation, 1/2 heure de questions, où participeraient ceux qui ont envie et ceux qui n'ont pas vu à l'époque. Donc du coup, tu peux avoir des gens métiers, tu peux avoir des gens du coach, tu peux avoir des gens de n'importe où, mais il faut communiquer. C'est le plus gros problème parce que tu sais pas, tu peux pas envoyer à PVCP France, tu sais pas qui est là-dedans. Donc c'est plus gérer cette partie-là de com, envoi d'infos, peut-être dans une newsletter où on peut faire donner la visibilité sur le planning des prochaines présentations. Et donc ça, vous avez voulu mettre en place quoi exactement, vous, à la base ? Nous, on l'a mis en place parce que, comme je disais, on avait besoin d'éduquer les gens sur ce qu'on faisait. Donc, un matin, on l'a fait, je crois, 2 fois. J'ai dit à l'équipe, telle et telle personne présente, je m'occupe des slides, comme ça vous ne passez pas trop de temps. J'ai fait une 15aine de slides et chacun, pendant 1h30, présente ce qu'il fait au quotidien. Donc on l'a même fait 3 fois. Et on a envoyé un email au revenu management, au call center, à tous ceux avec lesquels on bossait. Et un matin, un petit déjeuner, ils viennent, ils assistent au truc et puis ils repartent. Ok, donc, super. Dernière question, donc j'avais posé à la DRH, est-ce qu'elle pourrait encourager la création de postes adaptables ? C'est-à-dire quand on parle de création de postes, c'est sur la base d'un service, c'est sur la base des besoins du service. C'est-à-dire que le service, il a de quoi alimenter à un moment donné un poste, etc. Et on part du principe qu'au lieu de figer le poste tel qu'on l'a déjà imaginé, en sorte tel poste, c'est, je sais pas moi, chargé de projet SEO, machin, mais se dire on va recréer, retravailler, réadapter un nouveau poste qui pourrait être évolutif, c'est-à-dire qui permettrait à la personne d'arriver sur le poste en étant peut-être en assistance sur 2-3 tâches et puis au fur et à mesure qui serait formé et qui évoluerait. Dans quelle mesure, par exemple, un projet de ce type pourrait être porté, amené dans une équipe, dans un service, quelles seraient les limites d'un point de vue organisationnel, financier, en termes de temps, etc. Et finalement, comment toi, en tant que manager, tu te dis qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qui peut être fait, quelle est ta vision là-dessus ? Dans un monde idéal, ce serait bien. Après, les limites en général, c'est le scope du poste en lui-même. Après, comme je te disais, nous, on est des profils où, si tu veux, le poste doit être hyper je ne vais pas dire challenging, mais il faut qu'il soit hyper riche. Parce que quand il n'est pas riche, au bout de 6 mois, 1 an, tu as fait le tour et tu t'en vas. Et qu'il y ait des perspectives d'évolution. Donc par rapport à ce que tu proposes, c'est plus ou moins ce qu'on essayait de faire avec des alternants. Donc tu les formes, s'il y a une opportunité de poste, ils restent et on les fait monter en compétences. Donc c'est ce qu'on a fait. Après tu as les contraintes de la mobilité, qui soit interne ou externe, qui n'est pas assez rapide, on va dire. Donc si tu veux faire monter la personne en compétence, soit tu as un scope qui s'élargit, ou tu as une personne qui est partie. Donc le scope, on est sur des métiers bien particuliers, ton scope s'élargit mais pas tant que ça, et la personne, tant qu'elle n'est pas partie, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, les limites, c'est scope financier et staff qui est déjà en place. Mais en soi, c'est ce qu'on essaie de faire avec les stagiaires ou les alternants. Donc, créer un poste spécifique pour faire monter la personne en compétence, pourquoi pas ? Parce que en soi, tu as peut-être des petites tâches, entre guillemets, no offense, mais des tâches pas très compliquées qu'une personne peut faire et après monter en compétence au fur et à mesure. Mais déjà, il faut avoir ce besoin.
ce qui n'est pas forcément le cas, et pourra faire monter la personne en compétence et in fine avoir un scope total, mais est-ce que la personne pourra le faire ou pas? D'un point de vue technique, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, c'est plus d'un point de vue personnalité, est-ce que c'est quelque chose qui la branche ou pas? Donc voilà, donc c'est pas mal de questions sur ce type de projet. Mais en soi, pourquoi pas? Il faut juste définir un périmètre et je pense à un plan d'évolution parce que sinon ça va être compliqué à mettre en place. Très compliqué d'ailleurs. D'accord. Donc finalement, la limite, elle va se trouver dans finalement, est-ce qu'on est sûr qu'à un moment donné, cette personne-là, on peut on peut la tirer vers le haut. Ouais, parce que tu peux lui permettre d'avoir un poste finalement à la fin, quoi. Oui, parce que tu peux la former. Tu peux la former et lui donner tout pour qu'elle puisse bien se revendre et aller trouver un métier ailleurs. Ça, tu peux. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste la faire monter et la garder en poste quand toi, t'en as pas besoin ou t'as pas le budget. Donc ce qu'il faut finalement, en tout cas la bonne condition, c'est qu'il y ait un besoin et que en face on ait la possibilité éventuellement de la garder. Sinon au pire, au moins qu'il y ait un besoin, qu'on ait le budget et sinon elle peut toujours au pire se vendre à l'extérieur. Oui. Donc je pense que oui. Ok, super. Écoute, moi j'ai une question. D'accord.